Beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-François Giret, donc, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Dijon et qui, depuis hier, est directeur de l'Institut de... Non ? Non ? Il le... Tu devrais l'être ? Peut-être. Bon, on l'applaudit quand même. Voilà, je passe la parole pour cet exposé qui va donc prolonger une première incise sur les individus et donc qui va s'appuyer pour l'essentiel, je pense, sur des sources statistiques et nous présenter donc les processus, disons, d'ajustement entre formation et emploi au travers des parcours des individus sur le marché du travail et sur les territoires. À toi, Jean-François. Bonjour à tous. Donc, par rapport aux approches effectivement précédentes, mon approche va être un peu macro-statistique, donc forcément très grossière, mais je pense complémentaire par rapport à ce qui s'est dit avant, puisque je vais effectivement essayer de travailler dans mon exposé, de vous donner quelques indications sur ce qu'on peut dire, beaucoup de la relation formation-emploi, un peu du territoire, mais principalement, pour être franc, de la relation formation-emploi et de son fonctionnement. Donc, je vais vous présenter notamment la première partie va être basée sur un travail un peu national, un cadrage un peu national que j'ai fait avec des collègues du CEREC, qui a été publié d'ailleurs dans une publication de l'INSEE sur le lien formation-emploi. Globalement, un chiffre régulier que l'on observe dans les enquêtes du CEREC sur l'insertion des jeunes, donc qui sortent du système éducatif, des enquêtes nationales sur de grands échantillons. Là, on avait, je crois, sur le premier, 50 000 jeunes, donc à peu près représentatif par grande région française, donc par région française même. Donc, globalement, on arrive à un chiffre régulier, mais alors, quelles que soient les méthodes statistiques, forcément grossières, mais que l'on utilise, et on arrive à moins d'un jeune trouve un emploi en rapport avec sa spécialité de formation. Donc spécialité d'emploi, voilà. Alors évidemment, ça dépend comment on le calcule. Là, on avait travaillé sur ce qu'on appelle les familles professionnelles du CEREC, qui est, je crois que Bernard avait travaillé sur ça il y a quelques années, à partir des domaines de savoir, notamment, et on avait par niveau de formation. Donc on avait travaillé de manière assez précise, on avait essayé d'actualiser ça, et donc on avait fait une grande matrice formation-emploi où on avait essayé de voir un peu la relation entre l'emploi et la formation des jeunes. Alors, effectivement, l'exercice dans ce genre de choses est brutal, mais on arrive toujours à peu près au même niveau de ce 50% de jeunes en rapport, ayant un emploi en rapport avec la formation. Alors, évidemment, ça change au sein des niveaux entre les spécialités de formation, mais c'est jamais 100%, c'est jamais 0%. Ça change entre les formations par apprentissage et par voie scolaire. C'est un peu plus pour l'apprentissage, mais c'est jamais 100% non plus par l'apprentissage. Ça change pour les diplômés et les non-diplômés. Il y a plus de relations formation-emploi. Mais voilà, on arrive à ce 50%. Même lorsqu'on se centre vraiment sur ce qu'on appelle les filières professionnelles, on arrive à ce 50%. Alors, au-delà de ce constat, qui est forcément grossier. Alors, vous trouverez dans le document, si ça vous intéresse, il est sur Internet, des exemples d'emploi où on détaille un peu les professions et on explique pourquoi on arrive qu'à ce 50%. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ce constat, au-delà de cette photo, c'est de voir également comment ça évolue dans le temps. Parce qu'on peut se dire que dans les premières années, finalement, ce qu'on appelle l'adéquation, la relation formation-emploi, là encore, quelle que soit sa mesure, parce que c'est assez stable selon les mesures, ça augmente, il y a les premiers emplois passagers, puis après ça augmente. Et en fait, on arrive en phénomène, lorsqu'on regarde les choses sur 7 ans, on avait observé donc avec l'enquête génération du 98 du CEREC sur les 7 premières années de vie active, avec plusieurs interrogations, donc une la 3e année, une la 5e année, une la 7e année. Mais vous voyez que finalement,
selon les niveaux, ça augmente un peu, puis après, ça rebaisse. Hein, c'est la tendance générale. Hein. Donc, effectivement, la troisième année, il y a un peu plus d'adéquation. On arrive à un pic à 51% d'adéquation. Alors, évidemment, ça varie selon le niveau. Mais après, quasiment pour tous les niveaux, ça rebaisse après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... alors, on peut regarder les questions d'adéquation en termes de relation entre la spécialité de formation et d'emploi. Et on peut la regarder également, ça c'est ce qu'on a dans ces graphiques en ordonnée, et on peut regarder également ce qu'on appelle, entre guillemets, le déclassement. C'est la part de jeunes qui ont un emploi correspondant à leur niveau de diplôme, sans regarder la spécialité. Hein. Bon, alors là aussi, il y a plein de mesures, de questions de nomenclature, etc. Mais les résultats sont assez intéressants, parce que ils convergent également. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que d'un côté de l'adéquation en termes de spécialité, sur la carrière, vous voyez que ça monte pas. Ça monte pas, c'est plat. Hein, donc vous l'avez en ordonnée, c'est plat. Par contre, effectivement, en termes de niveau de qualification, vous avez une progression assez nette dans la carrière. C'est-à-dire que les jeunes retrouvent des emplois en rapport avec leur niveau de qualification, mais pas forcément dans la spécialité de formation. Voilà que ça veut dire. Alors, voilà que ça veut dire. Et vous voyez que au premier emploi, on est à 55% pour les bacheliers, les bacs pro, et à 7 ans, on est à plus 75% qui ont des jeunes en rapport avec leur niveau, de formation. Mais toujours, on est à moins de 40% en rapport avec la spécialité de formation. Alors là, je fais un petit exemple pour un peu m'amuser en forme de losange. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça permet de voir un peu comment se déplace la structure. On a 4 cas possibles, hein, des jeunes qui ont un emploi en rapport avec leur domaine de formation, et qui est qualifié, ou un emploi qui est non qualifié hors du domaine de formation, un emploi non qualifié dans le domaine de formation, et un emploi qualifié hors du domaine de formation. Alors qu'est-ce qu'on observe? Vous avez en bleu foncé le premier emploi. Donc on observe que finalement vous êtes à 40% à peu près pour les, je crois, CAP, BEP industriels d'emploi en rapport avec la formation, et finalement sur les 7 premières années, ça n'augmente pas. Ça n'augmente pas. Par contre, effectivement, ce qui augmente, vous voyez la flèche, hein, ça augmente, ça double le nombre d'emplois qualifiés hors du domaine de formation. C'est-à-dire les jeunes se retrouvent dans un emploi en rapport avec leur niveau de diplôme, hein, mais hors de leur domaine de formation. C'est ce qui augmente le plus. Par contre, le reste augmente très peu. Alors, j'en viens un peu à une question qui est peut-être plus en lien avec la thématique. Pourquoi un des ajustements si élevés au regard d'une correspondance qu'on pourrait attendre? Puisque derrière, il y a quand même des CPC qui réfléchissent un peu au lien entre des formations et des emplois. Il y a plein d'autres choses. Donc pourquoi une correspondance? Alors, je ne vais pas traiter toutes les causes, évidemment. Je vais juste regarder quelques facteurs. Donc, et d'une première, puisqu'on parle de territoire, on parle également de mobilité entre les territoires. Là, c'est les mobilités géographiques. Ce que disait Bernard. Et donc, on a grosso modo 23% des jeunes qui disent avoir quitté leur région d'origine. Alors, région d'origine, on peut la définir différemment, mais là encore, ça revient à la même chose. Donc, un quart des jeunes qui quittent leur région, voilà. Et c'est quand même, c'est 17% des BEP CAP, c'est 25% des BTS DUT. Ça varie, mais là aussi c'est élevé. Et on voit également que, effectivement, la mobilité a plutôt tendance à favoriser la relation formation-emploi en termes d'adéquation, entre guillemets, entre spécialité de formation et d'emploi. Et inversement, le fait de rester dans sa région a plutôt tendance à ne pas la favoriser. Alors on peut regarder également des échelons infrarégionaux. Et là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, lorsqu'on regarde une variable habitée à plus de 30 km de ses parents, on suppose que ses parents, c'est là où on fait les études. Alors c'est faux pour les diplômés du supérieur, mais voilà ce qu'on voit, c'est que 50% des jeunes habitent à plus de 30 km du domicile de leurs parents, c'est après leur sortie du système éducatif. Donc voilà, vous avez 40% pour les titulaires de BEP et 56% pour les titulaires de BTS. Et effectivement, lorsqu'on voit, on voit que les jeunes qui habitent plus loin ont plus de chances de trouver un emploi en rapport avec leur formation. Pardon. Non. Hop.
Alors, lorsqu'on leur demande juste en termes de projet pour voir s'ils seraient prêts pour un avancement de carrière à quitter leur région, alors là, faut se méfier également de ces types de questions, mais effectivement, on trouve que 56% des jeunes seraient prêts, s'il y a un avancement dans leur carrière, à quitter également leur région. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la mobilité dans tout ça joue et est un des facteurs importants dans cette dimension territoriale de la relation formation-emploi. Quand on réfléchit à qui forme pour qui, il faut prendre nécessairement en compte cette importance de la mobilité. Alors j'ai fait un exercice, un autre petit exercice un peu périlleux. J'ai regardé les projets d'études pour voir finalement si une autre manière de regarder la relation formation-emploi, c'est de s'intéresser aux questions d'orientation et finalement de voir si finalement le diplôme que préparent les jeunes, c'est vraiment le diplôme qu'ils veulent réellement préparer, ou est-ce qu'ils veulent aller plus loin, et est-ce que ça peut impacter la relation formation-emploi. Alors je teste pas directement, j'ai juste voulu regarder quelle est la part, si vous voulez, de jeunes qui sortent qui sont en BTS et qui veulent finir avec un BTS. Voilà. Et donc là, alors ils sont encore d'études. C'est un exercice un peu statistique un peu périlleux parce que je me suis centré sur les enquêtes observatoires de la vie étudiante. Donc j'ai cumulé 4 cohortes, donc je suis à peu près 300 jeunes pour la région Bourgogne, mais ça donne une idée et des tendances, et c'est pas tellement différent de la moyenne nationale. Et là, on arrive à finalement les jeunes qui sont en BTS qui veulent s'arrêter à bac plus 2, alors qu'ils sont en cours de BTS, c'est à peu près 57%. Voilà. Et donc vous en avez 21% qui veulent aller à bac plus 3, 15% à bac plus 4 et 6% à bac plus 5. Alors évidemment, si on regarde l'évolution actuelle, ça augmente de plus en plus. Donc voilà. Donc une autre manière, quand on réfléchit par exemple à l'adéquation formation-emploi par rapport à des BTS sur le territoire, il y a cette dimension qu'il faut également prendre en compte. Et lorsqu'on regarde également, lorsqu'on leur demande les histoires de projets professionnels, et donc qu'est-ce qu'ils veulent faire après? Là, on voit par exemple que vous avez, pour ces BTS, vous en avez presque 1 sur 3 qui souhaitent rentrer dans le secteur public, prioritairement. 6% comme indépendants, soit 64% dans le privé ou sans préférence, sachant que c'est 14% dans le privé et 50% sans préférence, dans les ordres de choix, ce qui donne un peu une idée des représentations des jeunes. Donc on est toujours en cours de BTS. Voilà. Donc, alors un dernier point, je vais essayer d'être assez rapide. Donc un dernier point que je veux aborder, c'est que on a vu donc les jeunes en cours de formation qui n'ont pas forcément comme un projet forcément lié au diplôme auquel ils se préparent immédiatement. On a vu l'effet de la mobilité qui va rabattre forcément les cartes sur le marché du travail, et une question sur les réorientations en début de carrière. Donc, à partir de l'enquête Génération 98 du CEREC, dont des jeunes qui sont sortis en 98 et qu'on a observé sur 7 ans, c'est à peu près les premiers types de bases de données qu'on utilise. Voilà, ce qu'on trouve, c'est qu'on a à peu près 30% de jeunes qui disent s'être orientés au bout de 7 ans. Effectivement, c'est plus ou moins ça aussi. Il y a quelques petites différences, mais lorsqu'on regarde leur famille professionnelle, leur FAP, on voit qu'effectivement, ils se sont orientés. Et donc on peut effectivement leur poser des questions. On voit que 40% c'était pour intérêt par un autre métier, 30% pour des meilleures conditions d'emploi et 19% faute d'emploi dans leur ancien métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement ces jeunes pour différentes raisons, ils n'ont pas trouvé un emploi, un rapport avec la formation initiale. Voilà. Tout ça, toutes ces considérations que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui pour vous donner quelques éléments de cadrage statistique très globaux. Alors effectivement, c'est vraiment très très globaux et ça doit être complété par des enquêtes effectivement qualitatives. Je suis évidemment d'accord avec ce qui s'est dit précédemment, notamment par Olivier. Il faut qu'il y ait une complémentarité forte entre ces grandes enquêtes statistiques et effectivement des analyses très fines, parce qu'effectivement quand on travaille sur des matrices emploi-formation, on est amené à faire des choix, hein, donc et on voit pas forcément
la fine réalité, et encore plus la fine réalité au niveau d'un territoire. Hein. Ça c'est clair. Mais cependant, voilà, ce que je tiens à dire sur ces questions de relations formation-emploi, c'est qu'il faut effectivement, même sur un territoire, et peut-être surtout sur un territoire où on pense avoir une vision assez fine des choses, il faut évidemment prendre en compte ces questions de mobilité, parce que les jeunes partent. Il faut prendre en compte ces questions de projet, parce qu'effectivement les jeunes n'ont pas peut-être tous envie de s'inscrire dans la formation, dans les choix scolaires qui leur ont été affectés. Alors effectivement, ça dépend beaucoup de problématiques de capital social, de capital culturel, etc. Mais je ne l'ai pas abordé, mais ce serait intéressant à aborder. Mais effectivement, il y a un effet de l'orientation, et il y a un effet de l'orientation qu'il faut réellement prendre en compte. Et effectivement, et après, il y a le marché du travail. Les choses sont encore rabattues sur le marché du travail. Il y a des différences. Il y a des différences de marché du travail, de conjoncture sur le marché du travail. Lorsqu'on regarde la satisfaction, le principal facteur de satisfaction des jeunes, satisfaction professionnelle sur le marché du travail, c'est certainement pas, alors notamment pour les bas niveaux, avoir un rapport avec d'avoir un emploi en rapport avec leur formation, c'est l'obtention d'un emploi stable. Voilà, donc surtout pour les bas niveaux, là c'est le principal facteur, et le fait d'avoir un emploi en rapport avec la formation joue très minoritairement là-dedans. Voilà. Et donc, alors ce qui est également intéressant. Oui, ce qui est intéressant également, c'est sur les questions de salaire, hein, donc parce qu'on pourrait voir que sur les salaires, finalement, trouver un emploi en rapport avec sa formation, c'est pas quelque chose qui est beaucoup plus rémunéré. C'est en moyenne pour les bas niveaux où il n'y a pas d'effet nettement significatif. Voilà. Merci beaucoup pour cette mise en perspective.